Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des maps. Les maps sont des structures qui ressemblent beaucoup aux objets puisqu'elles vont permettre de créer des collections de paires de clés-valeurs. Donc on va créer tout de suite une map. Les maps sont des structures, cela signifie qu'on peut les initialiser avec le mot-clé new. Et on va ajouter des paires de clés-valeurs à cette map. Donc pour ça, on utilise la méthode set directement sur la map. Et on va donc pouvoir renseigner ici d'abord une clé et ensuite une valeur. Donc au niveau de la clé, on va mettre une chaîne de caractères et pour la valeur, on va mettre un nombre. Et on va pouvoir enchaîner les méthodes set pour ajouter d'autres paires de clés-valeurs. On va ensuite loguer la map dans la console et on obtient bien notre collection de paires. Et pour chaque paire, on va avoir une clé et une valeur. Donc une structure, on le voit, qui ressemble beaucoup aux objets. La différence fondamentale va être que pour les maps, on va pouvoir utiliser n'importe quel type de données au niveau des clés. Par exemple, on va créer des objets. Donc on va avoir un objet B qui va être un objet vide. Et on va avoir un objet C avec une autre propriété. Et ici, au lieu de renseigner des chaînes de caractères au niveau des clés de la map, on va pouvoir passer des objets. Et donc quand on regarde à l'intérieur de la map, on voit que pour chaque paire, eh bien au niveau des clés, on a des objets. Ce que l'on ne peut pas faire directement avec les objets en JavaScript. Et c'est là la différence fondamentale avec les maps. Autrement, on a aussi une suite de méthodes et d'attributs spécifiques aux maps. Par exemple, on va pouvoir compter le nombre de paires présentes dans la map avec la propriété size. Et si on log ici, on a bien 3 paires de clés-valeurs. On va aussi avoir une méthode as qui va permettre de vérifier si une clé est bien présente dans la collection. Donc par exemple, on va passer notre objet A et la méthode nous renvoie bien true. On va aussi pouvoir utiliser la méthode get qui va permettre de récupérer la valeur associée à la clé. Autre chose que l'on peut faire, c'est boucler sur les paires de clés-valeurs. Donc on va utiliser une boucle for et on va boucler sur les entrées de la map. Et ici, on va simplement loguer la clé et la valeur. Enfin, dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est par exemple transformer notre map en un tableau. Donc pour ça, on crée un nouveau tableau, on utilise l'opérateur spread pour copier ce qui se trouve à l'intérieur de la map et on va loguer le tableau dans la console. Et on obtient un tableau à 2 dimensions et pour chaque tableau, on va avoir 2 éléments, la clé et la valeur. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les maps. Maintenant, on va parler des weak maps. Donc on va commencer par recréer une map et ensuite on va transformer cette map en weak map pour bien voir la différence. Ici, on va créer un objet et on va ajouter cet objet à la map. Donc pour ça, on utilise la méthode set. Et ici, au niveau de la clé, on va passer l'objet. Et au niveau de la valeur, on va avoir une chaîne de caractères.
Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que on va supprimer la référence à l'objet. Pour ça, on réassigne notre valeur de la variable a et on va lui passer nul. Et donc en faisant ça, on supprime la référence à l'objet. Et ensuite, on va loguer la map. Si on regarde à l'intérieur de la map, on voit que la map, au niveau de la clé, a toujours l'objet. Donc tant que la map existe et que l'objet est présent à l'intérieur de la map, eh bien cet objet ne sera pas nettoyé de la mémoire. Et ça peut potentiellement poser des problèmes. Donc ici ça va puisque on n'a qu'un seul objet dans la map, mais imaginez qu'on ait un nombre important d'objets dans la map, eh bien tant que ces objets seront dans la map, ils ne seront pas nettoyés de la mémoire. Sauf si on les supprime volontairement de la map, ou si on détruit la map. Et donc, s'il y a un nombre important d'objets dans la map, qui sont donc jamais nettoyés, eh bien, ça peut poser des problèmes de fuite de mémoire. Et c'est là qu'interviennent les weak maps. Donc, les weak maps vont ressembler fortement aux maps, à ceci près que, au niveau du comportement, eh bien, elles vont regarder, pour un objet donné, s'il existe des références à cet objet. Et s'il n'y a plus aucune référence à cet objet, alors elles vont supprimer cet objet de la weak map, et donc l'objet va ensuite pouvoir être nettoyé de la mémoire, et donc éviter les problèmes de fuite de mémoire. Donc ici, on va créer un timeout pour laisser le temps de nettoyer la mémoire. Ici, on va mettre par exemple 3 secondes, et on va loguer la weak map. Et si on regarde à l'intérieur, on voit que la weak map est vide. Donc, comme il n'y a plus de référence à notre objet, eh bien l'objet a été retiré de la weak map et donc il a pu être nettoyé de la mémoire. Donc voilà pour la différence entre les maps et les weak maps. Si on remet la map ici, on voit que l'objet est bien présent dans la map. Donc voilà la différence. Maintenant, on va pouvoir passer à des cas d'utilisation plus concrets. Donc dans la pratique, on va souvent utiliser les maps et les weak maps pour ajouter des informations supplémentaires à des objets sans pour autant modifier ces objets d'origine. Donc pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple. On va imaginer que l'on est en train de créer une application de chat. Donc je vais coller ici des objets qui représentent des utilisateurs et on va imaginer que ces utilisateurs proviennent d'une base de données extérieure. Et on va utiliser une map pour représenter un salon. Donc on crée une chatroom et pour ça on utilise une map. Et on va ensuite créer plusieurs fonctions pour interagir avec ce salon. On va créer une première fonction qui va permettre d'ajouter un utilisateur au salon. Donc ici en paramètre on va passer notre utilisateur et on va commencer par une condition. Ici on va utiliser à notre avantage la méthode as sur les maps qui va permettre de vérifier si l'utilisateur est déjà présent dans la map. Donc s'il est présent, on va juste loguer un message et on va dire que notre utilisateur est déjà présent dans le salon. Autrement, s'il n'est pas déjà présent, eh bien, on va l'ajouter. Donc on reprend la map et on utilise la méthode set. Ici au niveau de la clé, on passe notre utilisateur et au niveau de la valeur, on va passer un objet avec une propriété statut qu'on va mettre à actif. Et donc vous voyez, l'avantage ici, c'est que on a pu ajouter une information supplémentaire à notre objet. Donc l'information supplémentaire ici, c'est le statut.
Et donc on a ajouté cette information sans modifier notre objet utilisateur de départ, qui lui est resté intact. On va aussi loguer un message. On va reprendre à nouveau le nom d'utilisateur. Et cette fois-ci, on va dire qu'il a rejoint le salon. On va pouvoir tester cette fonctionnalité avec nos utilisateurs. Et on a bien nos messages logués dans la console. Donc tout a l'air de fonctionner correctement. Pour vérifier, on va essayer d'ajouter un utilisateur qui est déjà présent. Et cette fois-ci, on a un message différent qui nous dit bien que l'utilisateur est déjà présent dans le salon. Ensuite, on va créer une autre fonction qui cette fois-ci va nous permettre de compter le nombre de participants. Donc pour ça, on va utiliser la propriété size sur les maps. On va vérifier si la taille de la map est à 0. Si c'est le cas, eh bien on va mettre un message, on va dire qu'il n'y a personne dans le salon. Autrement, eh bien on va loguer le nombre de personnes. Donc ici à nouveau, on va utiliser la propriété size. Comme ceci. On va tester cette nouvelle fonctionnalité. Et on obtient bien 4 participants dans le salon. Ensuite, on va créer une autre fonction qui va permettre de changer le statut d'un utilisateur. Donc en paramètre, on va passer l'utilisateur. Comme tout à l'heure ici, on va vérifier si l'utilisateur est bien présent dans le salon. Et s'il est présent, on va modifier son statut. Donc à nouveau, on utilise la méthode set. Ici au niveau de la clé, on passe l'utilisateur. Et au niveau de la valeur, un nouvel objet avec cette fois-ci un statut qui va être inactif. Donc on va essayer de modifier le statut d'un utilisateur et pour vérifier que ça fonctionne correctement, on va loguer directement la map. Et ici, si on regarde à l'intérieur, au niveau de la deuxième paire, donc au niveau de la clé, on a bien notre utilisateur et au niveau de la valeur, on a un objet avec un statut inactif. Pour confirmer que l'utilisateur est bien inactif, on va créer une autre fonction qui va permettre de lister uniquement les participants qui sont actifs. Donc pour ça, on va commencer par créer un tableau vide et ensuite on va utiliser une boucle for. Donc sur les clés et les valeurs des entrées de notre map. Et ici à l'intérieur de la boucle, on va commencer par regarder le statut et on va s'assurer qu'il est bien actif. Et donc si le statut est actif, eh bien on va ajouter à la liste le nom d'utilisateur. Et au final, on va juste loguer la liste. Donc on va pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité. Et on voit ici dans la liste que on a
seulement 3 utilisateurs, donc puisque on avait changé le statut de l'utilisateur Paul en inactif. Enfin, on va créer une dernière fonction qui va permettre de quitter le salon. Et donc pour cette fonctionnalité, on va utiliser la méthode delete qui permet de supprimer une clé et la valeur associée à la clé dans la map. Et donc ici, on va passer un utilisateur qu'on va aussi mettre dans le paramètre de la fonction. On va pouvoir tester cette dernière fonctionnalité. Et on va faire sortir par exemple Quentin. Et donc cette fois-ci, si on regarde à l'intérieur de la map, il n'y a plus que 3 utilisateurs. Donc voilà un exemple d'utilisation des maps. Au final, les maps servent à ajouter des informations à des objets notamment ou à des fonctions sans modifier les fonctions ou les objets de départ. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les maps et les weak maps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.